bonsoir, bienvenue sur Meta TV. C'est la libre antenne, c'est la saison 2 et ce soir on est avec Thierry Casasnovas. Alors on m'a dit c'est Casasnovas. Casasnovas avec 3 S. Casasnovas à l'espagnol. Ouais. Bonsoir Thierry. Bonsoir, merci. Bienvenue dans la libre antenne. La libre antenne, pour le moment, nous sommes sans adresse fixe, nous n'avons plus d'adresse. On en reparlera bien sûr avec les derniers événements. C'est un peu James Bond. James Bond contre Dr No, je prendrai celle-là, voilà, puisque il paraît-il je fais des blagues vérités tout le temps, mais ils sont nombreux derrière à nous regarder, derrière les écrans. En tout cas ce soir, bienvenue à ceux qui sont connectés via Facebook, parce que comme vous le savez, il n'y a plus de site internet pour le moment, donc vous pouvez vous connecter sur la page Meta TV via Facebook. Il y a une publication en en-tête avec... Voilà, Thierry, on ne pouvait pas le louper. Ouais. Et donc, vous laissez vos questions et on va prendre, on va y répondre. Il y en a déjà qui ont laissé pas mal de questions, plein de questions intéressantes, vous savez, qu'on a vues juste avant. Alors, Thierry, toi, bonjour bien sûr à la régie, bonjour aux autres membres de l'équipe connectée. Bien sûr, ex-membres aussi certainement. Ils doivent tous nous regarder. Et donc, toi, alors comment on peut te définir? Un activiste de l'alimentaire? Oui, en tout cas, quelqu'un qui a à cœur de partager d'abord une histoire, c'est-à-dire quelque chose qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire déjà le fait que j'étais moribond à une époque et je me suis posé des questions. C'est-à-dire j'étais en sale état il y a 8 ans de ça, voilà, j'étais pas viable, on va dire. J'étais très faible, j'étais très maigre, j'ai perdu énormément de poids, j'avais une tuberculose dans un état avancé, des problèmes au foie, des problèmes au pancréas. Et on m'avait toujours dit, bon, de toute façon, j'avais suivi le cursus classique, un petit peu médical, antibiothérapie, et ainsi de suite. Et ça marchait pas d'année en année, j'allais de plus en plus mal. Et là, alors que j'étais en train de mourir doucement, il y a des gens qui m'ont susurré une idée un peu folle, quoi. Ils m'ont dit, mais il suffirait de changer complètement ton alimentation, de revenir à quelque chose de plus brut. Et à l'époque, c'était même totalement cru. Et tout va changer. Alors, au point où j'en étais, je me suis dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Je faisais une trentaine de kilos pour 1m75, donc j'étais vraiment, là, c'est cachexie totale, il n'y avait plus rien. Et je me suis dit, je vais essayer. J'ai essayé, et puis bon, assez miraculeusement parlant, entre guillemets, puis surtout qu'à l'époque, bon, j'y comprenais pas grand-chose, premièrement, je suis pas mort. Et deuxièmement, en l'espace d'un an, tous mes problèmes de tuberculose étaient quasiment réglés. J'ai commencé à reprendre du poids, laborieusement au début, mais je commençais à reprendre du poids, j'allais de mieux en mieux, j'avais plus de problèmes hépatiques, je recommençais à faire un petit peu de sport et ainsi de suite. Et donc j'ai passé 3-4 ans comme ça à me retaper, et puis un jour j'ai eu à cœur de partager mon expérience en vidéo. J'ai commencé à faire des vidéos et à partager, au début de façon très 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 amateur, avec un petit appareil photo que je bloquais devant moi sur un espèce de pieu en bois, quoi. J'étais en voyage en Thaïlande, et puis petit à petit ça a pris de la dimension et je me suis pris au jeu, quoi, finalement. Et je me retrouve là, c'est marrant parce qu'on est à 4 ans jour pour jour après la première vidéo. C'était le 13 février 2011. D'accord, c'est le vendredi 13 aujourd'hui. 13 février 2011. Des dates comme ça. Donc là, c'est 4 ans, anniversaire des 4 ans. Voilà. Donc c'est juste ça en fait, c'est le souci de partager, le plaisir de partager, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait à moi, c'est-à-dire cette réflexion sur l'impact de l'alimentation sur le corps humain, et le fonctionnement, la physiologie du corps humain, n'intéressait pas que moi, qu'il y avait d'autres personnes qui étaient fascinées par ça. Et donc je me suis mis à partager de plus en plus, voilà, au travers de vidéos. Tout simplement, rien de plus. Ouais, c'est quand même une sacrée expérience, parce que ça a influencé beaucoup de gens. Depuis, il y a pas mal de gens qui t'ont regardé. Oui, ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais parce que je pense que ça correspond aussi à un vrai questionnement par rapport à l'impact de l'alimentation. Il y a de plus en plus aussi, je remarque là, particulièrement ces dernières années, de mères qui s'interrogent, qui se retrouvent face à des enfants qui présentent des phénomènes au niveau du comportement, au niveau des allergies, des choses comme ça, qu'elles ne comprennent pas, et qui essaient de comprendre un petit peu pourquoi leurs enfants ne vont pas bien. Pourquoi leurs enfants ne vont pas bien? On parle d'hyperactivité, on parle d'enfants qui ont des troubles du comportement, on parle d'enfants qui ont des problèmes allergiques, des rhinites, des problèmes ORL en permanence. Et je vois beaucoup de mamans qui n'ont pas de connaissances, qui sont comme moi. Moi, tu sais, il y a 8 ans, je savais à peine où était mon foie, donc c'était vraiment catastrophique, quoi. Je ne connaissais rien au corps humain. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je suis en train de mourir et je ne comprends pas pourquoi. Et quelque part, il y a eu une sorte
de mouvement de ras-le-bol, quoi, et de me dire, mais en fait, c'est à moi de me prendre en charge quelque part, et de comprendre un peu ce qui se passe. Et je prétends pas être médecin, et j'ai pas du tout la formation d'un médecin, mais j'ai simplement commencé à étudier la biologie, la physiologie, j'ai pris des bouquins, j'ai regardé sur le net, il y a tout sur Wikipédia et tout, pour essayer de comprendre et me dire, mais j'ai dû rater quelque chose, quoi. C'est pas possible qu'à 33 ans, je sois dans un état pareil. Euh, j'avais, j'avais eu certainement dans ma vie, enfin je veux dire, voilà, les 20 ans, 30 ans, j'avais un peu brûlé la chandelle par tous les bouts, mais quand même, enfin, il y en avait d'autres qui avaient fait ça, qui avaient fait la fête, qui avaient fait, voilà, et qui n'étaient pas dans cet état-là. Donc j'ai essayé de comprendre où est-ce que j'avais fait fausse route. Et surtout, on me disait que finalement, bon, c'était un peu, ça semblait être un peu le hasard, tu vois. Quand je demandais pourquoi ça m'était arrivé comme ça, on me disait, voilà, il n'y avait pas vraiment d'explication. Voilà, c'était un peu la loterie, du style, t'as pas de chance, ça t'est tombé dessus. Et il y a eu un truc en moi qui a pensé, non, c'est pas la loterie. En fait, ça paraît la loterie parce que je connais pas les termes du jeu, je connais pas les règles du jeu, et j'ai envie de découvrir un petit peu les règles du jeu. Et depuis ce temps-là, j'essaye de découvrir, de comprendre les règles du jeu et de les partager. Et tu mangeais quoi? C'était quoi ton alimentation avant, justement, Alors, avant de tomber malade, Ouais. tout, n'importe quoi, tout. Alors j'étais globalement, on va dire quand même, à partir de... Ce qui se passait, c'est que ça a commencé à se dégrader progressivement. À partir de 20 ans, 21 ans, quand même, je commençais à avoir des gros problèmes digestifs et choses comme ça. Donc j'avais essayé le végétarisme, j'avais essayé après le truc, la macrobiotique, hein, j'avais essayé différentes approches. J'essayais quand même de manger bio, globalement. J'avais essayé de mettre un peu plus de cru dans mon alimentation, mais sans trop savoir pourquoi ni comment. Je bricolais, je tâtonnais un petit peu. J'ai quand même, enfin, à l'âge de 20 ans, j'ai quand même beaucoup consommé d'alcool, un petit peu beaucoup de drogue aussi. Donc voilà, ça a pas mal nuit à enfin, voilà, à mon intégrité physique. Bien sûr. Euh, Mon alimentation, non, elle était relativement normale, en essayant quand même, je pense, de faire attention, globalement. Mais ce que j'appelais faire attention, maintenant je comprends que c'était un petit peu quand même en dépit du bon sens. Voilà, non, je n'avais rien de particulièrement spécial. Ouais. Et quand tu as changé donc radicalement du jour au lendemain, donc c'était passé à la, on va dire, comment dire, à un régime alimentaire cru, c'est ça? Oui, ouais, tout cru. Au départ, vraiment, ça a été ça. Enfin, au départ. Non, pour moi, c'est ce qui a marché dès le départ et ce que j'ai toujours gardé. Après, on pourra en parler au niveau de ce que je partage, hein. Vraiment, je suis loin d'être le prosélyte du tout cru pour tout le Oui, monde. voilà, on en parlera. Ouais, non, 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 non. On en parlera parce qu'il Non. y a des polémiques là-dessus. Ouais, voilà, non, mais ça sera intéressant, ça sera vraiment intéressant. Ouais, pour moi, en fait, les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, écoute, si tu manges tout cru, tu vas sauver ta vie. Moi, j'ai dit, de toute façon, au point où j'en suis, je veux dire, j'étais moribond. J'ai dit, ok, autant tenter, quoi, autant tenter le truc à fond. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté de manger tout cru. Et je te dis, ça a relativement marché. Alors déjà, première précision, à l'époque, quand j'ai mangé tout cru, quand je dis tout cru, c'est tout cru. Et c'est pas tout cru, souvent quand on se représente tout cru, c'est végétarien ou végétalien. Non, c'était tout cru. C'est-à-dire du poisson, de la viande, des œufs aussi, tout cru. Ah ouais, Ouais, la viande crue. ouais, mais tu sais, ça fait... Non mais, je raconte ça parce que ça fait souvent ouvrir les yeux. Mais Ouais. les gens, quand ils mangent du jambon, c'est de la viande crue. Quand ils mangent tous ces trucs-là, c'est de la viande crue. Il C'est y a tué passé au... le jambon quand même, non? Ah, il passait aussi le jambon cru, les gros Ah oui, le jambons, jambon cru, oui, hein, ça va. tu vois, tous ces trucs-là, c'est de la viande crue. Je veux dire, il y a des grandes traditions chez les Indiens d'Amérique, des choses comme ça, de viande séchée, de viande. Donc, quand on dit cru, c'est pas de la viande sanguinolente. Tu vois, l'image qu'on a, c'est ça. Non, on m'a dit, mange tout cru. Donc, j'ai mangé tout cru. Je me suis dit, autant tenter l'expérience à fond. Au début, j'ai mangé pas mal de produits animaux. Après, j'en ai beaucoup moins mangé parce que je ne ressentais pas du tout le besoin. C'était surtout principalement des fruits et des légumes. Mais ouais, tout cru, totalement tout cru, tout simplement. C'est-à-dire donc, ah oui, du poisson cru. Bon, ça encore, les Mais ouais, mais sushis, on sait que ça quand se on y fait quand on y facilement, réfléchit, ouais. et les œufs crus, mais il y a des tas de Les gens. œufs crus, ouais. Ouais, mais ouais, les jaunes d'œufs crus. Non, les jaunes d'œufs crus, il y a des tas de gens. Quand tu fais une mayonnaise, de toute façon, t'as un jaune Oui, d'œuf c'est cru vrai, dedans. ouais. Ah bah, je suis spécialiste. Non, c'est Ah vrai. ouais. Non, mais tu vois, non, mais on se fait une représentation de ce que ça peut être a priori, alors que finalement, ça passe très très facilement. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été dur, difficile. Et surtout, les personnes qui m'avaient partagé ça m'avaient dit, écoute, de toute façon, ne fais que ce que tu ressens comme agréable pour toi, comme bon pour toi. Tu vois, il y a une espèce d'intelligence intuitive dans ton corps qui fera que tu prendras uniquement ce qui te plaît. Donc, j'allais pas me forcer à manger un truc parce que c'était bon intellectuellement. C'est juste, si ça me plaisait au goût, je le faisais. Puis c'était tout. Si tu veux, j'ai fait ça purement au plaisir, à l'instinct, plutôt que de le faire au mental en disant, est-ce que j'ai bien équilibré mes calories, tatati, tatata. J'ai rien calculé du tout. Et puis voilà, ça a marché.
Ça a marché. Et c'est-à-dire, par exemple, les légumes, donc quoi, des haricots, tu prenais quoi comme légumes crus Oh bah, des des salades, salades des dans la concombres, des semaine. tomates, des Ouais. carottes, des betteraves râpées, des trucs comme ça. Enfin, En fait, des légumes qu'on mange en plus traditionnellement crus, parce que mais ouais, bien les sûr. betteraves, les Ouais, carottes, les tout à fait, tout à concombres, tout fait. ça, Non, ça non, se mange cru, c'est quoi. quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est une espèce de montagne. Et c'est vrai qu'au début, ça vient un petit peu en rupture par rapport à toutes nos traditions. Et ça, c'est l'une des difficultés au départ. Parce on a des repères qui nous ont été donnés par nos traditions familiales. Enfin, je sais pas, moi je savais ce que c'était qu'un repas. Un repas, tu avais un peu de salade au départ, tu avais des pâtes, des pommes de terre, des trucs comme ça, tu avais un peu de viande ou de poisson, tu avais un petit fromage, un petit dessert. Enfin, je savais ce que c'était qu'un repas. Et puis là, d'un seul coup, tu te retrouves balancé dans un truc, tu sais plus vraiment ce que c'est. Tu es un peu en perte de repère, tu vois ce que je veux dire. Tu te dis toujours, est-ce que je fais bien? Tu vois, tu es en permanence en train de te demander, est-ce que tu fais bien? Et en fait, j'ai découvert que c'était beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que, ben, comme presque tous les organismes vivants, les animaux, je veux dire, les animaux, ils n'ont pas besoin de diététicien. Je veux dire, une vache, un cheval, ça mange, ça ne se prend pas la tête avec ça, ils ne calculent pas ce qu'ils mangent, les calories, ils n'essayent pas d'équilibrer. Nous, on a des kyrielles et des kyrielles de règles alimentaires, et pourtant, finalement, bon, je me rends compte qu'on n'est pas dans un meilleur état de santé que la plupart des espèces vivantes. Donc je me dis que peut-être on se prend vraiment beaucoup trop de problèmes finalement, et on essaye de trop intellectualiser notre rapport à la nourriture, et que finalement il y a peut-être quelque chose de plus intuitif à redécouvrir. En tout cas, c'est ce qu'on m'a proposé à l'époque, et c'est ce que j'ai expérimenté. Donc moi, je l'ai validé par mon expérimentation, puisque voilà, j'avais vraiment un poumon qui était dans un sale état avec une tuberculose, et je n'ai pas pris d'antibiothérapie. J'avais à peine commencé, puis j'ai arrêté. J'ai pas pris d'antibiothérapie. J'ai fait ce choix personnellement, et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté spontanément. J'ai récupéré mon foie qui était dans un sale état aussi, un pancréas qui était dans un sale état. Enfin voilà, je me suis. Enfin, les gens qui me connaissaient à l'époque peuvent témoigner que j'étais vraiment dans un état de zombie, quoi. J'étais un zombie à 30 kilos. De toute façon, 30 kilos pour 1m75, t'es pas viable. T'as même pas le poids d'un enfant, quoi. Donc c'était totalement immunodéficient, plus rien ne marchait, quoi. Et c'est vraiment donc cette, on va dire, cette recette, quoi, t'as Alors, senti l'évolution au fur et à mesure, c'est quoi? T'as quand même eu, on va dire, une thérapeutique médicamenteuse à côté, non, rien, non, non, absolument. non, mais là où je pense qu'il ne faut pas se leurrer, et c'est ce que j'ai compris par la suite, c'est que ce n'est pas les aliments qui m'ont guéri. Ça, je ne crois pas du tout. Je pense que la capacité de guérir, de se réhabiliter, elle est propre au corps humain. C'est-à-dire, ça, on pourra en parler. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un potentiel de réparation dans le corps humain, de restauration dans le corps humain. Et d'ailleurs, tout le monde le connaît, mais on ne se rend pas compte. Imaginons, tu te coupes avec un couteau, là. Ta peau, eh ben, elle va cicatriser au bout de quelques jours. Tu hurles pas au miracle parce que tu cicatrises. Tu vas pas dire, waouh, mais ça y est, il y a un truc extraordinaire qui s'est passé. Et pourtant, dans l'absolu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais lésé tes tissus, et tes tissus, ils se sont reconstruits, ils se sont réhabilités. Donc, il y a bien quelque chose qui permet quand même la reconstruction à l'échelle du corps humain. Ce que j'ai expérimenté, c'est que cette reconstruction, elle allait bien au-delà de simplement le fait de se couper. Tu sais, on sait que si on t'enlève un bout de foie, le foie, il repousse. Ça, c'est bien connu. Ben, je me suis rendu compte au travers de ces années et des témoignages que j'ai reçus, que c'était valable aussi pour une thyroïde, par exemple. Il y a une personne récemment qui avait témoigné dans une vidéo, hop, repousse d'une thyroïde. Alors, on lui a fait une ablation quasi totale de la thyroïde a repoussé. Et donc comme ça, on voit des organes, on voit des tissus repousser, on voit des lésions se réparer, et ça, c'est une capacité propre du corps humain. Je ne pense pas que l'alimentation soit tellement pour permettre ça, mais plutôt l'absence de nuisance par l'alimentation. Donc, le fait de choisir une alimentation qui soit dite, on va dire, atoxique, donc absence de toxicité, va faire que ça va pouvoir avoir lieu. C'est-à-dire que ma compréhension de la chose, c'est que à force de bombarder le corps avec une alimentation et un mode de vie plus généralement qui est épuisant et toxique pour l'être humain, eh bien, on ne laisse pas ces forces de reconstruction se libérer, se manifester comme elles devraient se manifester. Mais quelque part, il s'agit plus de permettre quelque chose que de faire nous avec nos petits bras. C'est pour ça qu'au final, je te disais, je ne veux pas dire que c'est pas si important que ça, ce que je mangeais exactement, mais pour moi, ce n'est pas le facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'était de laisser cette possibilité au corps de se réparer. Et en lui fournissant des éléments. Or on sait, enfin je veux dire, il y a quand même des recommandations alimentaires de plus en plus qui te disent ouais, il faut manger 5 fruits et légumes par jour et tout. Enfin je veux dire aux gens il faut manger beaucoup plus de fruits et de légumes, ça n'a rien de révolutionnaire. Enfin on peut pas dire que j'ai inventé quoi que ce soit là-dedans. Non, je veux dire, ça fait partie quand même des discours actuels, modernes. Dire aux gens attention aux trucs très sucrés, très raffinés, aux additifs alimentaires. Enfin, on commence à en parler de plus en plus. Donc il n'y avait rien de radical là-dedans. Je l'ai poussé un petit peu pour moi-même et pour d'autres personnes quand j'en parlais qui ont suivi ce conseil
de dire, bon, ben, on va pousser le truc à l'extrême, on va faire du tout cru pour voir comment ça se passe. Mais c'était rien de plus que ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, on diminue la toxicité de l'alimentation de manière à laisser ce potentiel de réparation se révéler et se manifester. C'est-à-dire le corps, ça c'est quelque chose qu'on entend aussi dans pas mal de gens qui prennent des solutions alternatives, c'est de laisser le corps en fait se régénérer lui-même, qu'il a toutes les capacités à se régénérer et qu'en fait il faut lui donner juste les bons ingrédients, on va dire, pour pas s'intoxiquer, mais que tout est à l'intérieur. Ça ressemble un peu quoi, à la médecine chinoise, parce qu'ils sont un peu comme ça, les médecins. Ouais, mais toutes ces médecines ancestrales, tu sais, il y a Hippocrate, quand même, qui est le père de la médecine, on dirait. Ouais, en tout cas, c'est il paraît, voilà. En tout cas, on jure par le serment d'Hippocrate, et Hippocrate, il disait primo non nocere. Premièrement, ne pas nuire. C'est-à-dire que quand même, il disait, finalement, la priorité, c'est déjà de ne pas venir empêcher quelque chose qui doit advenir. Or, j'ai l'impression qu'actuellement, la compréhension qu'on a du corps humain et des manifestations fait qu'on considère comme nuisibles des manifestations qui sont simplement des manifestations normales, qu'on vient empêcher des processus. Par exemple, souvent je dis, tu as un phénomène qu'on appelle l'inflammation. Tu as toujours entendu parler des gens qui disent, ouais, j'ai une inflammation. Une inflammation. Ouais. Une inflammation, ça correspond à quoi? Ça correspond à une dilatation des tissus et à un afflux de globules blancs et de micro-organismes qui vont venir, des bactéries, des choses comme ça. Tu as deux façons de voir les choses. Soit tu considères, tu te dis, voilà, l'inflammation c'est un problème en tant que tel, et je prends des anti-inflammatoires pour empêcher cette inflammation. Soit tu décortiques la chose, et on a le droit de le décortiquer de deux façons, hein. Tu décortiques la chose d'une autre façon, tu dis ok, je comprends, il y a une zone qui est lésée dans mon organisme. On voit les tissus se dilater de manière à ce qu'il y ait une meilleure vascularisation, c'est-à-dire qu'il y ait plus de sang qui arrive là-dedans, le sang étant le liquide nourricier. Il y a aussi un meilleur afflux de globules blancs. Les globules blancs, c'est les grands nettoyeurs du système. Et donc l'inflammation est un mécanisme adaptatif du corps qui est parfait pour réparer cette zone-là. Ben à ce moment-là, tu laisses faire l'inflammation. Tu laisses faire l'inflammation et tu te rends compte que l'inflammation, à part si l'organisme est épuisé, immunodéprimé ou quoi que ce soit, ben l'inflammation, elle advient, elle fait son travail et elle diminue d'elle-même spontanément une fois que le travail est fait. C'est un processus, c'est ce qu'on appelle un processus régulateur. Et des processus régulateurs, comme ça, on en a beaucoup. On pourrait parler de la fièvre, par exemple. La fièvre, oui. Alors, parce que dès qu'on a une petite fièvre, hop, soit on court chez son médecin, soit on prend des antifièvres. Ouais, mais ça, tu sais que c'est relativement moderne. Tu aurais pris ma grand-mère ou des choses comme ça, tu avais quelqu'un qui avait la fièvre et te disait au lit et à la diète. Et puis c'est tout. Mais elle parlait pas de faire diminuer la fièvre. Et moi, elle me disait toujours, c'est une bonne chose. Ça va tuer les microbes, ça va tuer les virus. Et c'est vrai. On sait que quand le corps, il augmente sa température, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup plus d'échanges qui se font dans le corps. Donc il y a beaucoup plus de nettoyage, de travail qui se fait dans le corps. Et en même temps, la plupart des virus sont tués au-dessus d'une certaine température. Donc c'est là encore un mécanisme adaptatif. Si tu bloques la fièvre, ce travail de nettoyage ne se fait pas. À force de bloquer la fièvre, ce qui devait être fait en termes de nettoyage ne se fait pas. Et finalement, il y a une accumulation qui se fait. Et pour moi, c'est cette mécompréhension des symptômes qui fait que le symptôme est le problème dans la vision qu'on a actuellement, alors que le symptôme, c'est juste un indicateur. Tu sais, l'image que je donne souvent un petit peu pour rigoler, je dis, imaginons que tu es en train de rouler sur l'autoroute, et puis tu as ta jauge à essence qui s'allume. Hein, tu as deux possibilités. Soit tu vois ta jauge à essence qui s'allume, tu chopes un marteau, tu exploses ton tableau de bord et tu dis « je veux rien voir ». Pas de problème. Le problème c'est la jauge à essence, je l'explose. Et de toute façon, quelques kilomètres après, tu vas te retrouver en panne sèche. Soit tu te dis « non mais attends, là il y a un problème, la jauge à essence qui s'allume, c'est pas le problème, mais ça m'indique que dans mon réservoir, il commence à y avoir un manque d'essence. Il va falloir que je m'arrête à la station-service pour me ravitailler. Et bien là, tu vas éviter la panne sèche. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Si tu considères que le symptôme, la montée de fièvre, la poussée de boutons ou quoi que ce soit, c'est un indicateur de quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps, tu ne vas pas essayer de lutter contre les boutons, mais par contre, tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des boutons qui sont sortis, que tu as eu mal à la tête, que tu as eu une nausée, que tu as eu quoi que ce soit. Tu vas essayer de comprendre et de revenir à ce qu'on appelle le terrain. Et c'est en ce sens-là qu'on rejoint des médecines ancestrales, comme la médecine chinoise ou des choses comme ça, qui toujours mettent l'accent sur ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire l'état du corps à l'intérieur. Dans quel état c'est, exactement. Et c'est le corps par lui-même donc qui lutte, et qui exactement. Crée sa propre défense, quoi. Ouais, mais tu sais que, je veux dire, on n'a pas attendu... je veux dire, l'homme, pour être viable, il n'a pas attendu les diététiciens, la médecine moderne et ainsi de suite. Je veux dire, les hommes étaient vivants et vivaient quand même un certain temps, malgré l'absence de connaissances sur les médicaments et les maladies. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin de ça pour aller bien.
Et je dirais même, si on pousse le bouchon un petit peu plus loin quand même, on se rend compte que l'époque moderne est quand même caractérisée par la surconsommation de médicaments. Pour moi, ce n'est pas un signe de bonne santé. Je veux dire, ça tient un peu de la provocation, mais une population en bonne santé n'a pas besoin d'une médecine élaborée. Je veux dire, si tu vas bien, tu ne vas pas voir le docteur. D'accord? Donc, si on a besoin de beaucoup de médicaments, qu'on a de plus en plus un intérêt pour la thérapeutique, c'est donc qu'on n'est pas en bonne santé. C'est donc qu'il y a peut-être quelque chose à corriger à la base. Et j'ai compris au travers de mon expérience que notre mode de vie, globalement, l'alimentation en particulier, étaient des facteurs de perturbation. Je ne ramène pas tout à l'alimentation. Tu as beau manger super bien, si tu ne dors pas, de toute façon, tu vas t'écrouler très rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu restes toute ta journée assis sur un fauteuil sans bouger, je veux dire, si tu n'as pas d'exercice physique, si tu es tout le temps sous des néons et que tu vois jamais le soleil, c'est obligatoire, ça ne va pas marcher. Tu sais, c'est un discours qui a strictement rien de révolutionnaire. Même des fois, je me dis, mais c'est d'une banalité ce que je dis. C'était juste manger une alimentation qui est adaptée, hein, c'est-à-dire qui comporte beaucoup de fruits, de légumes, bio, sans OGM, le plus simple possible, sans additifs et ainsi de suite. Reprenez le soleil, vivez dans un environnement où vous avez accès à une eau de qualité, à un air de qualité si possible, sans avoir un rythme de travail et de vie qui soit un rythme de fou furieux dans lequel il n'y a pas de temps pour le repos, parce que le repos est essentiel. Et si toutes ces conditions sont respectées, eh ben à ce moment-là, il y a toutes les chances, en tout cas, vous vous mettez dans les meilleures dispositions pour que on va dire, allez, ça fait un peu mystique, mais ces forces de reconstruction du corps puissent se manifester et réhabiliter ce qui doit être réhabilité. On sait très bien que si tu es épuisé, ta capacité à la guérison, à la réparation des plaies, elle va être moindre. Hein, si tu es en état de fatigue chronique, quand tu vas te couper, ça va mettre beaucoup plus de temps pour se réparer. Par contre, si tu es quelqu'un de bien reposé, que tu vis au grand air et ainsi de suite, ça va se réparer tout de suite. Bon, c'est juste ça finalement, rien de plus. Et le fait en fait d'utiliser quand même certains aliments va renforcer certaines qualités. Ça, tu le dis ou non? Parce qu'il y en a qui disent, par exemple, bon, voilà, on connaît, je dis au hasard, par exemple, oui, manger de l'ananas, ça va renforcer les cellules du foie. Ouais. Manger, je sais pas, des endives, c'est bon pour les yeux. Non, mais je dis des conneries. ouais, non, mais c'est clair. Par exemple, on sait que tout ce qui est amer au goût, par exemple, travaille beaucoup sur le foie, permet de nettoyer le foie. Tout ce qui est les produits, par exemple le chou, les choses comme ça, va travailler sur la sphère digestive. Ouais. Pour moi, c'est des choses qui sont intéressantes. Par contre, il me semble que le plus facile, c'est d'avoir, au cours de l'année, tu vois, balayer à peu près tout ce qui va passer au cours des saisons, d'être indexé au maximum sur les saisons, et tu vas avoir suffisamment de classes d'aliments différents pour à peu près avoir toutes les actions thérapeutiques que tu puisses imaginer, quelque part, sans trop intellectualiser la chose. Et en même temps, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à certains moments, tu peux avoir des appétences particulières. D'un seul coup, tu as un fruit, mais tu t'éclates avec ça. Tu as envie de manger que de ça, ou tel légume, ou tel plat, ou tel... Voilà. Bon, mais ces besoins-là, ils n'arrivent pas par hasard. Ce n'est pas des lubies. Ça correspond réellement à des besoins physiologiques du corps. Il y a une notion qu'on connaît peu, c'est ce qu'on appelle l'aliesthésie gustative. Aliesthésie, ouais, non, mais c'est pas quelque chose qui sort du chapeau, hein, c'est connu par nombre de chercheurs je ne sais plus dans quel domaine exactement, hein, mais c'est l'aliesthésie gustative, c'est qu'on a montré que notre perception des goûts était modifiée par des facteurs internes au corps. C'est-à-dire que quelque chose va avoir un goût agréable ou désagréable en fonction d'équilibres biochimiques dans le corps. Et on s'est rendu compte que ces équilibres biochimiques modifiaient notre perception des aliments, donc notre attirance pour un aliment. Donc on peut dès lors très rapidement penser, et en tout cas c'est ce que moi j'expérimente, que notre attirance pour un aliment correspond aux besoins que nous avons de certains éléments, de certaines vitamines ou minéraux qui sont dans cet aliment, et que notre corps sait dont il a besoin. Il a besoin de ces aliments, donc il nous attire, il nous donne du plaisir à manger cet aliment. Et quelque part, le moteur de nos apprentissages, ça serait le plaisir. Et ça, c'est pas une nouveauté. On sait que le meilleur facteur d'apprentissage, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, c'est le plaisir. C'est-à-dire que fait apprendre quelque chose à quelqu'un dans le plaisir, il va avoir une efficacité extraordinaire. Si tu lui fais apprendre sous la contrainte et sous la menace, l'efficacité va être ridicule, absolument ridicule. D'ailleurs, ça, on pourra en reparler, c'est l'une des faillites du mode d'éducation moderne. Mais quelqu'un qui a envie d'apprendre, quelqu'un qui a du plaisir à faire quelque chose, ce plaisir le guide vers quelque chose qui est bon pour lui. J'imagine, regarde, on en parlait tout à l'heure, tu me disais que Meta TV, ça te prend beaucoup de temps, d'accord ?
j'imagine que certainement, le temps que tu consacres à Meta TV, tu pourrais avoir un travail qui serait beaucoup plus rémunérateur. Donc tu ne fais pas ça pour la rémunération, tu fais ça parce que ça te donne du plaisir. Hein. Tout à fait. Et ce plaisir te guide vers cette fonction qui est bonne pour toi. Donc je pense que cette notion du plaisir, elle a été niée dans notre culture par rapport à un héritage aussi. Le plaisir, c'était quelque chose de tabou. Hein. Le plaisir, c'était quelque chose dont il ne fallait pas parler. Je pense que le plaisir est un formidable indicateur qu'on est dans quelque chose de juste et d'adapté pour nous. Quand quelqu'un a du plaisir à effectuer une tâche, la plupart du temps, c'est qu'il est dans quelque chose qui lui correspond parfaitement. Moi, je me souviens, quelqu'un un jour qui m'avait dit, si tu veux savoir pour quel métier tu es fait, cherche l'activité dans laquelle tu peux t'abandonner sans voir passer le temps, en oubliant de manger, en oubliant... Ça, c'est l'activité pour laquelle tu es vraiment faite. C'est l'activité qui va faire que tu vas travailler à Meta TV sans compter tes heures, sans compter ton... Tu vas même sacrifier ta vie familiale, tu vas sacrifier tes économies pour ça, parce que rien n'importe plus que ça. Mais c'est parce que ça te cause du plaisir. Et ce facteur plaisir, pour moi, est un moteur essentiel qu'on a oublié. Et ce facteur plaisir, il est même dans l'alimentation. Et c'est fabuleux parce que ça simplifie la vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de calculer des tas d'équilibres caloriques et ainsi de suite. On se rend compte que en naviguant à partir du plaisir gustatif, du bien-être qu'on va ressentir, eh bien, on est guidé de manière assez exacte. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Je ne peux pas dire que ça soit absolu comme système, mais on est guidé d'une manière assez exacte vers ce qui est bon pour nous. Oui. Donc, toi, tu encourages donc à cuisiner ces petits plats, ces petits... Non, alors, cuisiner. Moi, j'encourage à rien du tout. Je partage, j'essaye au maximum de rendre à chacun sa responsabilité. Ça, pour moi, c'est une priorité. C'est pour ça que j'essaye le plus honnêtement et le plus objectivement possible de décrire le fonctionnement du corps humain. Et après, à chacun de faire ses choix. Mais pour moi, pour qu'on fasse un choix, il faut connaître toutes les conséquences du choix ou du choix B. Si tu n'en connais pas les conséquences, tu vois, on te dit choisis ça ou choisis ça, mais si tu ne sais pas quelles vont être toutes les conséquences, on ne peut pas dire que tu vas faire un choix. Hein. Tu vas être forcé de faire quelque chose, tu vas le choisir par peur ou par suivisme. Donc, moi, ce que j'essaye de donner au travers de ces vidéos, c'est un maximum d'informations. Et après, chacun va faire ses choix. Moi, il me semble, au travers de ma compréhension, que les processus de cuisson, dans la majorité des cas, alors il ne faut pas généraliser, mais les processus de cuisson sont des processus dans lesquels, eh bien, au mieux, on va perdre une partie des qualités de l'aliment, et au pire même, on va voir apparaître des produits secondaires liés à la cuisson, au mode de cuisson, qui vont être nocifs pour l'organisme. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai choisi de ne pas cuire du tout les aliments. Et depuis 8 ans, je n'ai pas cuit un aliment. Enfin, ça a dû m'arriver ponctuellement. Hein. Je ne suis pas un intégriste du tout cru, si je vais chez quelqu'un et tout. Mais moi, à titre personnel, voilà, je n'ai pas envie de le faire parce que je me sens très bien avec ce que je fais. J'aime bien l'état d'être physique, au niveau mental aussi, dans lequel je suis. Donc, je n'ai pas envie de le faire parce que, de ma compréhension des choses, je me suis rendu compte que ça n'allait rien rajouter et qu'au contraire, ça risquait de m'enlever pas mal de choses. C'est quoi? Est-ce que ça enlève quand même pas mal d'aliments, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on ne consomme que cuit. Ouais, exactement. Exactement. Donc ça restreint un peu quand même le régime alimentaire ou... Ouais. Alors, ça restreint le régime alimentaire. La question, c'est si on peut pas le manger cru, est-ce que c'est forcément bon pour nous? Je veux dire, est-ce que le processus de cuisson rend quelque chose qui n'était pas comestible cru? Est-ce que le processus de cuisson rend quelque chose qui n'était pas consommable cru? Est-ce qu'il le rend consommable cuit? Est-ce que le simple fait de le cuire le rend consommable? Et ça, c'est une question que je pose. Et par exemple, tu vois, il y a quelque chose qui est typique dans notre alimentation, qui est vraiment la base, on va dire même de la civilisation. C'est représenté comme la base de la civilisation, c'est toutes les céréales. Bon, on va peut-être pas faire un procès à charge des céréales, mais pour moi, c'est un des facteurs de dégénérescence le plus grand qui soit dans notre alimentation. Oui, pourquoi? Parce que ça permet... Quand même, sans céréales, il n'y aurait pas eu, justement, en parlant de civilisation, des grandes civilisations, puisque la céréale nourrit beaucoup de gens. Hein. Ouais. Comme alors, le riz en Asie, par exemple. Hein. Alors bon, déjà, il y a eu une histoire humaine avant les céréales. Les céréales, on dit, allez, c'est moins de 10 000 ans. Hein. Lomme a une ancienneté qui est beaucoup plus grande que ça. Il y a eu une histoire avant les céréales. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que l'apparition des céréales, c'est l'apparition des grandes civilisations agraires, hein, c'est la sédentarisation, c'est aussi, la céréale, elle a un avantage, c'est qu'elle se stocke, d'accord?
Elle se stocke, chose que ne pouvait pas faire quand tu vis des fruits ou des choses comme ça, mais tu vis des cueillettes. C'est-à-dire tu as des moments fastes, tu as des moments qui ne sont pas fastes. Oui. C'est une civilisation qu'on dit de chasseur-cueilleur d'une certaine manière. Et tu vis un petit peu de ce qui te vient de la journée. Et puis d'un seul coup, tu passes à une forme de sédentarisation dans laquelle tu vas pouvoir commencer à stocker du grain. Mais quand tu commences à stocker du grain, on a vu aussi qu'à cette période, c'est là qu'ont commencé à apparaître les premières guerres. Les premières guerres pour s'approprier les ressources de quelqu'un. Avant, il y avait des guerres pour s'approprier des territoires, d'accord? C'était des petites guerres. Par contre, il n'y avait pas de guerre pour s'approprier les biens de quelqu'un puisqu'il n'y avait rien de stockable. À partir du moment où on voit apparaître la céréale, on voit qu'il y a une forme de stockage qui peut s'installer. Donc l'individu devient sédentaire. Il peut aussi aller dans des zones du monde où il ne pouvait pas aller autrement. Parce que je veux dire, c'est bien joli de vivre de fruits et de légumes, mais quand tu te retrouves en pleine Norvège, tu vois, en plein hiver, les fruits et les légumes, relativement, là, tu vas jeûner pendant 9 mois ou 10 mois de l'année. Donc, c'est pas viable, tu vois. Donc, effectivement, ça a permis à l'humain d'aller dans des zones où il n'aurait pas pu aller. Le problème, c'est que tout ça, ça a un coût. Ça a un impact sur sa physiologie, sur sa santé. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je veux dire, c'est pas une mauvaise chose qu'on soit allé en Norvège. De toute façon, c'est comme ça, hein. Par contre, ce que l'on voit, c'est que la consommation de ces céréales a un impact sur la physiologie humaine. Par exemple, quand on parle des céréales, on parle de ce qu'on appelle des sucres complexes. C'est-à-dire ce sont des longues chaînes de sucre. Les fruits, c'est globalement des sucres simples, et les céréales, c'est des sucres complexes. Ces chaînes de sucres complexes, elles demandent à être digérées. La digestion, c'est de couper ces chaînes en plusieurs petits morceaux. Problème, on a une capacité à digérer ces sucres complexes, à les couper en petits morceaux, qui est modérée. Et selon les personnes, qui est plus ou moins grande. Et qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de nos intestins, il va rester des tas de morceaux qui sont non digérés. Ces morceaux non digérés, ils ne peuvent pas rester là. Je veux dire, dans l'organisme, les choses ne peuvent pas rester comme ça en plan. Elles vont commencer à se déposer le long de la paroi intestinale. Et donc, il y a un mécanisme adaptatif dans l'organisme. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître des colonies de levures et de champignons qui vont venir commencer à ronger ces déchets. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais on en parle beaucoup dans les milieux de la santé. On parle d'un phénomène, d'une maladie, entre guillemets, qu'on appelle le candida albicans. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est la prolifération d'un champignon à l'intérieur du corps humain. Ce champignon se nourrissant sur les déchets des céréales, des sucres complexes qui stagnent dans le corps humain parce qu'on n'a pas pu les assimiler, on n'a pas pu les utiliser. Ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent. Et si tu regardes un petit peu sur le net, tu verras, il y a beaucoup de naturopathes qui en parlent de plus en plus. C'est quelque chose même qui est reconnu par la médecine officielle. Il y a autre chose aussi, quand on a consommé des céréales, surtout les céréales modernes, elles ont été de plus en plus transformées. Et par exemple, dans le blé, dans l'orge, dans le seigle, on retrouve des très longues chaînes protéiques qu'on appelle le gluten. Oui, le gluten. Et le gluten, actuellement, il est de plus en plus mis sur la sellette parce qu'on s'est rendu compte que le gluten, ces longues chaînes de protéines, elles pouvaient passer telles quelles dans la circulation sanguine et que c'était en grande partie des neurotoxiques, donc qui venaient altérer le fonctionnement psychique des individus de façon massive. Et on arrive à corréler des problèmes d'hyperactivité, excès de violence, excès d'agressivité avec la consommation de gluten. Et la suppression du gluten chez nombre de personnes amène à des améliorations de l'état psychique, de l'état cognitif qui sont juste stupéfiantes. Il y a de plus en plus de neurobiologistes qui s'intéressent à la suppression du gluten et des produits laitiers aussi, de la caséine des produits laitiers, qui est une protéine aussi de la même manière, dans les cas de démence, dans les cas de schizophrénie, et qui commencent à avoir des résultats qui sont assez stupéfiants. Il y a même une vidéo qui circule sur Internet, c'est un Américain, je crois qu'il est médecin, qui s'appelle Russell Belloc, qui a fait une expérience en modifiant le régime alimentaire de prisonniers dans des prisons de haute sécurité aux États-Unis. Et ils ont vu une diminution de l'agressivité dans les prisons qui était juste stupéfiante. Ils l'ont chiffré, ils l'ont mesuré, et ils se sont rendus compte que des prisonniers qui étaient considérés vraiment comme des bêtes fauves, quoi, littéralement, adoptaient un tempérament beaucoup plus doux, un comportement beaucoup moins belliqueux, simplement par la modification de leur alimentation. Et donc, il y a fort à penser que ces produits toxiques dans l'alimentation, non seulement ils ont un impact sur le plan physique, mais ils ont aussi un impact sur le plan psychique. Et quand tu dis que ça a permis de bâtir des civilisations, je ne sais pas toi, alors moi c'est un propos qui m'est propre, hein, mais sérieusement, quand je regarde les actualités, les choses que je fais rarement finalement, parce que évidemment j'ai pas trop la télé, je regarde pas trop tout ça, mais quand je vois l'état du monde actuel, je ne peux pas dire que ça soit le paradis dont je rêve. Donc je me dis, il y a peut-être une légitimité
à se dire, ok, peut-être que la civilisation moderne a été construite à partir aussi d'une base alimentaire, mais pourquoi ne pas questionner aussi ce choix-là et pourquoi ne pas questionner, sachant que ce choix peut avoir un impact sur le plan psychique, pourquoi ne pas se demander si la société telle qu'elle a été construite actuellement, qui est une société d'une complexité extrême, qui est très hiérarchisée, très belliqueuse, qui est construite sur la répression, la coercition, est-ce que ce n'est pas aussi le reflet, alors c'est une proposition, c'est une question que je pose, de choix alimentaires? Moi je pense que oui. Je pense vraiment que nombre des comportements qui sont les nôtres actuellement sont induits par les produits alimentaires que nous consommons et plus globalement par le rythme de vie que nous avons. C'est-à-dire que l'épuisement des individus lié à la pression qui leur est mise au niveau du travail, combiné avec le fait qu'on ne vit plus au grand air, on n'est plus au soleil, on n'est plus dans des conditions normales, on ne s'alimente plus avec une alimentation qui nous apporte une surabondance de vitamines, de minéraux, mais une alimentation qui est complètement dénaturée, morte en termes de vitalité, fait que, premièrement, nous sommes épuisés, et deuxièmement, notre fonctionnement psychique n'est pas adéquat. Et moi, je pense que ça nous maintient dans un état d'apathie et de léthargie totale qui fait qu'on est juste bon à faire tourner la machine. C'est tout. Et on est dans un état permanent de survie en essayant d'enchaîner chaque jour comme on peut parce qu'on est juste épuisé. C'est poussé à l'extrême. J'ai l'impression que c'est... Et alors, pour moi, je dirais que je crois, enfin je crois pas, j'en sais rien, enfin, mais je suis pas un conspirationniste ou des choses comme ça. Je crois qu'on est tous à reproduire ça par tradition et tout. Je n'ai pas l'imaginer, peut-être que je me trompe, mais j'aime pas penser qu'il y a des gens qui nous manipulent, qu'il y a un groupe, ouais, je préfère pas penser ça. Mais je pense qu'on reproduit quelque chose qui nous vampirise littéralement, qui nous épuise littéralement, et que épuisé par ça, eh ben, on est juste bon à faire en sorte de survivre chaque jour, tu vois, et de pas penser réellement à réformer profondément ce système. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu remarques, mais on est tous à constater que ça ne va pas. Enfin, je veux dire, on est nombreux à constater que ça ne va pas. Il y a des initiatives pour faire bouger les choses, mais en vérité, enfin, je veux dire, je trouve que ça bouge très très peu. Et je pense que c'est en grande partie parce qu'on est complètement maintenu dans un état d'apathie totale par nos choix alimentaires et nos choix de rythme de vie et de mode de vie. Et que ça, c'est à dessein. Et que si tu veux que quelqu'un ne se rebelle pas, quelque part, eh ben, tu le sédates complètement avec des céréales qui contiennent des dérivés qui sont des opioïdes. Par exemple, dans le blé, il y a des produits qu'on appelle des opioïdes, c'est-à-dire qui ont exactement les mêmes actions que les dérivés de l'opium dans l'organisme. Tout à fait. Des opioïdes. Ouais, dans le blé, tu tapes blé, opioïdes. Il y a des produits qu'on appelle les lectines dans le blé qui ont des vertus opioïdes et qui expliquent d'ailleurs à quel point on devient, comme on dit, accro au blé. On est accro parce qu'on est accro à sa dose d'opioïdes qui nous fait nous sentir relativement bien. Il y a cette espèce de plaisir. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, sans le pain, quoi, je me sens mal. » Et je peux en parler en connaissance de cause. J'ai été boulanger bio pendant 7-8 ans. Pain au levain, pétri traditionnel, en four à bois. Non, j'aimais le pain et j'aime toujours le faire, j'aime la gestuelle. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, c'est plus possible, ça a vraiment trop d'impact sur le corps humain, je ne peux pas faire ça. Mais vraiment, je connaissais le pain, je connaissais à fond, je travaillais de manière très très traditionnelle, les paysans boulangers, enfin vraiment, j'ai été très investi dans ce mouvement. Et le blé, on y est accro parce que ça nous cause du plaisir, parce que ça vient bien activer ces récepteurs opiacés finalement. Et ça nous cause le même plaisir et la même addiction. Et je pense qu'on est complètement tenu par cette alimentation et ce mode de vie qui nous épuise et qui fait que finalement, on n'a même plus la force de se rebeller et de refuser ce qui est l'inacceptable, c'est-à-dire le mode de vie actuel est pour moi totalement inacceptable. C'est même, je suis souvent stupéfait de voir à quel point on est encore relativement debout dans des environnements qui sont de plus en plus hostiles à l'humain, qui sont de plus en plus agressifs, de plus en plus invivables. Je me dis quand même, il y a une capacité du corps humain à encaisser des trucs incroyables, assez merveilleuse. Voilà. Parce que parce que ce que tu nous dis là, par exemple, bon, il y a beaucoup de gluten effectivement dans le blé, mais on en trouve aussi dans les autres céréales ou on en trouve dans le seigle, on en trouve dans l'orge, on en trouve en moindre mesure dans le riz, par exemple. Si tu veux ne pas en avoir, il faut basculer sur des choses qui ne sont pas des céréales, comme le sarrasin, par exemple, qui n'est pas une céréale. C'est la même famille, c'est une polygonacée. Le sarrasin, c'est que je me trompe pas. Je crois que c'est la même famille que les épinards. La quinoa, par exemple, ou le millet, tu vois, des plantes comme ça, là, ne contiennent pas de gluten, sont différentes. Ce sont des graines de plantes uniquement, mais ce ne sont pas des céréales.
Voilà. Mais tout ce qui est blé, seigle et ainsi de suite, et qui sont effectivement le terreau de nombre de civilisations, eh ben, présentent cette caractéristique. Et de plus en plus les blés modernes, qui ont été sélectionnés, qui ont été travaillés pour avoir cette caractéristique. Non pas, alors je ne prétends pas que c'est dans un but de nous nuire, je ne crois pas qu'il y ait une conspiration, c'est juste que par exemple pour les blés modernes, je vais t'en parler en connaissance de cause, j'ai été boulanger. Les blés anciens, c'était des blés qu'on devait pétrir à la main. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une élasticité de la pâte qui était faible. Et puis un jour, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, on a voulu mécaniser la pétrie pour aller plus vite, pour produire beaucoup plus. Et si on passait les blés anciens au pétrin mécanique, eh bien la pâte, on dit qu'elle se déchirait. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'assez d'élasticité. Donc, on a fait des sélections, de manière à développer des chaînes protéiques qui soient plus longues et plus élastiques. C'est ce qu'on appelle le gluten, pour permettre une meilleure pétrie. Sauf qu'on ne s'est pas posé une question, on s'est dit, ok, ça c'est meilleur pour le pétrin, mais on ne s'est pas demandé si ça le rendait plus ou moins comestible pour l'être humain. Et le problème, c'est que la pâte est devenue de plus en plus élastique. Ok, c'est bon pour la mécanisation, par contre, c'est de pire en pire pour l'être humain. Donc au niveau du blé, là aussi, quand on parle de blé, parce que souvent les gens me disent, oui, mais mes grands-parents, ils mangeaient 1 kilo de pain par jour, et ils allaient bien. Et moi, souvent, ce que je leur dis, bon, premièrement, ce qu'ils mangeaient comme pain n'avait rien à voir. Mais surtout, on ne peut pas ramener la santé au seul paramètre alimentaire. Les grands-parents, ils se couchaient avec le soleil. Hein. Ils travaillaient dans les champs en permanence, c'est-à-dire qu'ils avaient une activité physique. Ils buvaient de l'eau qui était l'eau de source. Ils mangeaient les légumes de leur jardin. Ils avaient une alimentation qui était la plupart du temps relativement austère, sobre. Ils mangeaient pas, local, ils mangeaient peu. Sur le plan humain, ils vivaient dans des villages avec un esprit de communauté très très fort. Or ça, c'est une vraie nourriture pour l'être humain. C'est-à-dire le fait de vivre dans des petits clans et ainsi de suite. Il y avait du vrai lien social. Donc, ok, ils mangeaient du pain. Mais à côté de ça, il y avait tellement d'autres paramètres qui étaient favorables à la vie. Et même le pain qu'ils mangeaient n'a rien à voir avec le pain qu'on mange actuellement. Donc oui, nos grands-parents allaient bien, malgré le fait qu'ils mangent du pain.